Bonjour Gilles, merci beaucoup pour cette interview. Donc vous êtes digital champion pour la France auprès de l'Europe. Vous êtes un marathonien du numérique. Pas mal. Vous venez d'écrire le Big Data, penser l'homme et le monde autrement. Comment êtes-vous tombé dans la marmite du Big Data? Par hasard, en fait, j'avais un problème à résoudre au sein de ma startup Captain Dash et un de nos amis nous a dit vous devriez regarder l'algorithmie de type Big Data qui commençait puisque on était en 2009 et on a adopté cette technologie et je me suis rendu compte que le potentiel était bien au-delà d'une technologie, c'était une révolution. Et dans votre livre, vous faites référence aux entreprises françaises en disant qu'il y avait 70% des entreprises françaises qui n'étaient pas conscientes de l'importance du Big Data. En quoi est-ce qu'elles se mettent en danger? Alors il faut séparer les grandes des petites entreprises. Là, je suis en train de finir le baromètre du CAC 40 avec les Échos et on se rend compte que les grandes entreprises ont plutôt bien adopté le Big Data. Et d'une façon générale, la manipulation de la donnée. Les petites entreprises ont des marges très faibles, sont avec des managements qui sont un peu vieillissants et de fait, effectivement, elles ne touchent pas à ça. Donc il y a un vrai problème de décrochage de l'outil compétitif en France. Et c'est un problème de coût d'investissement pour elles ou c'est un problème de marge. culture, Les marges, historiquement en France, les marges sont parmi les plus basses de l'OCDE. Les entreprises n'ont pas d'argent, elles sont trop taxées. Je le dis assez franchement parce que je pense que c'est la vérité. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc elles n'ont pas beaucoup de capacité d'investissement. Dans votre livre, vous évoquez la fin des monopoles des données. Et donc c'est la fin de la vie privée déjà avec les localisations, les échanges, etc. Est-ce qu'on ne va pas arriver aussi à la fin de la notion du corps comme espace privé, puisqu'on va savoir tout ce qu'on fait, comment on dort, combien de pas on a fait dans la journée? Ça va au-delà de la vie privée là. Je pense que la fin de la vie privée, en fait, le vrai problématique, c'est l'expression totalitaire. C'est-à-dire qu'à la limite, la transparence, si moi je dis tout ce que je fais, ça n'a pas de problème jusqu'à ce qu'on abuse de ces données. Et donc la question, c'est de savoir si on est capable de créer une régulation qui, dans un univers de transparence, évite les abus. Et ça, pour moi, c'est un des enjeux des sociétés du XXIe siècle. J'ai pas de réponse à ça, je le souhaite. Toute la semaine dernière, on a été abreuvé d'informations sur le scandale Volkswagen. Quel est le rôle du Big Data dans un scandale pareil? Est-ce que grâce au Big Data, on le sait plus vite? C'est très intéressant parce que c'est exactement un point sur lequel on aurait pu espérer qu'une société un peu plus technologique aurait permis d'éviter ce scandale. Normalement, il y a des données qui nous appartiennent, des données qui sont données par les entreprises. Lorsqu'une entreprise nous donne, par exemple, des résultats de tests médicaux, on est en phase 3, eh bien normalement toutes les données devraient être ouvertes parce que ça concerne la santé publique. Lorsqu'on parle de données qui concernent la pollution, toutes les données devraient être ouvertes. On ne peut pas se satisfaire uniquement des données du résultat. On devrait pouvoir donner l'ensemble des données qui ont permis d'aboutir à un résultat. Et c'est ce que c'est bien gardé de faire Volkswagen. Et c'est pourtant là qu'on aurait pu éviter ce scandale en ayant une stratégie d'ouverture. C'est un peu d'ailleurs ce que veut faire la loi Le Maire, c'est-à-dire d'imposer aux entreprises d'ouvrir plus largement leurs données pour créer des externalités économiques, mais aussi des externalités sociales. Et donc ça éviterait ce genre de... Et ça éviterait ce genre de scandale. Donc ça fait partie des solutions apportées par le Big Data? Moi je suis convaincu qu'une société moderne, c'est une société où toutes les données qui concernent les interfaces avec les consommateurs et les citoyens doivent être ouvertes. C'est-à-dire toutes les externalités que créent les entreprises, par exemple le RSE, les données sociales et environnementales, eh bien le détail de ces données devrait être publié de façon totalement transparente. Et donc la publication de ces données permet une régulation? Permet une autorégulation évidemment parce que les entreprises sont plus soucieuses de ce qu'elles font exactement. Et voilà. Mais ça pose la question de savoir comment est-ce qu'on impose ça aux sociétés qui sont à l'extérieur de nos pays. C'est-à-dire notamment les sociétés de l'Est asiatique qui peuvent très bien produire des produits avec des externalités extrêmement négatives et qu'on ne verrait pas. Donc là, je pense qu'il y a un point de droit à remettre en cause. Donc l'Afrique est très réceptive à l'innovation et au numérique.
Vous avez un double ou triple regard sur l'Afrique, votre casquette européenne, votre casquette associative et votre casquette d'entrepreneur. Ouais, et puis mon biais personnel à l'égard de l'Afrique. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'en Afrique, il y a des innovations qui sont différentes de celles que l'on voit ailleurs. Par exemple, le mobile banking, ça a été inventé en Afrique, ça s'est répandu de façon incroyable et ça correspond à des besoins qui sont des besoins spécifiques. On voit la même chose dans tout un tas d'autres univers, apparaître des innovations dans l'énergie par exemple qui sont extrêmement intéressantes. Et je pense que la data a un petit rôle à jouer dans la mesure où elle permet par exemple de faire apparaître des politiques épidémiologiques. On arrive à voir comment Ebola se propage en écoutant les réseaux sociaux et en regardant comment fonctionnent les téléphones mobiles. Et au niveau de vos associations, quelles sont vos implications en Afrique? Alors je suis membre d'un think tank qui s'appelle le Forum de Bamako. On s'intéresse beaucoup aux politiques publiques en Afrique et notamment à la transparence. Et puis je suis également partie prenante d'un forum qui a pour objectif de parler de l'innovation numérique dans toute l'Afrique et qui a lieu à Tanger et au Cap. Et est-ce que le retard économique entre guillemets de ces pays-là peut être compensé rapidement par le numérique? C'est le grand challenge africain, il y en a plusieurs, il y a les challenges d'environnement, il y a le fait de garder la valeur ajoutée qu'ils créent, que le PIB ne s'enfuit pas, et puis il y a le fait d'arriver à créer une innovation spécifique qui leur permette d'accroître les externalités locales. Donc je ne dis pas que c'est gagné, mais en tout cas on y travaille. Et donc c'est un formidable vecteur de développement. Je pense que l'Afrique va se développer différemment de l'Europe. En tout cas, je lui souhaite, parce que si elle fait la même chose que ce qu'ont fait les pays occidentaux, ça va être très compliqué. Il faut qu'elle trouve son chemin de développement. Alors, dans votre livre, quand vous évoquez le big data, vous évoquez les solutions dans tous les domaines. Ça peut être la santé, l'agriculture et notamment la ville. Par exemple, la fluidification des transports, des flux de transport. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où en fait tout va être décidé par les machines, le data, et on ne va plus prendre de décision, on ne saura plus... Ce moment est déjà arrivé. Je veux dire, quand on se déplace, on utilise des systèmes de plans, on a sans cesse des interactions sur les réseaux sociaux pour savoir ce que l'on fait. Donc on est déjà partiellement imbriqué dans la machine. La question, c'est de savoir quelle est la juste place de la machine. Et ça, c'est une réflexion qui est compliquée. Les précédents, par exemple la télévision, nous montrent qu'on n'est pas toujours utilisateur des technologies pour le meilleur, mais il faudra garder espoir. Je n'ai pas de réponse à ça. Ce que je sais, c'est qu'il existe une juste place pour la machine, à condition d'avoir un débat et finalement de cesser d'avoir une logique exclusivement technophile, entre guillemets. Quelles sont les solutions qui vous ont le plus étonné, les solutions apportées par le big data? Je pense que dans le domaine de la médecine, c'est très impressionnant. La médecine repose sur des postulats qui sont issus du 19e siècle, notamment des modèles statistiques qui sont très anciens. Et on voit que finalement, la corrélation sans cause, même si elle est contestable sur le plan épistémologique, n'en est pas moins extrêmement impressionnante quant à ses capacités. C'est-à-dire le fait de dire, bah tiens, on se rend compte que, je dis n'importe quoi à dessein, mais les gens qui se mettent le doigt dans l'oreille sont plus susceptibles d'avoir tel type de pathologie que les autres. Eh bien, ça, c'est une chose que les modèles statistiques traditionnels ne peuvent pas découvrir et qu'on peut découvrir avec la big data. Et c'est évidemment intéressant. On voit notamment en oncologie des choses tout à fait impressionnantes apparaître sur des profils qui sont avec des marqueurs qui peuvent être présents des dizaines d'années avant que la pathologie ne se déclare. Oui, des dizaines d'années, c'est énorme Comme progrès. Quel conseil auriez-vous aimé qu'on vous donne quand vous aviez 20 ans? 20 ans, je ne sais pas, mais quand j'avais 10 ans, je pense que j'aurais dû quitter l'école. Je l'ai quitté à 15 ans et je me dis que ces quelques années étaient des années importantes et j'aurais dû
avoir un peu plus d'affirmation de moi-même. Alors je l'ai eu, mais tard. 10 ans, c'est tôt quand même pour avoir de la Oui, mais je me dis que personnelle. c'est des années que j'ai perdues en fait. Pourquoi? Parce que j'ai rien appris à l'école. Et c'était le moment où finalement je me suis intéressé, mais pas assez vite, à beaucoup de choses. J'ai commencé à lire, j'aurais dû le faire plus tôt. Et qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune de 20 ans aujourd'hui? De voyager, de lire, de s'ouvrir à des disciplines auxquelles il n'est pas nécessairement enclin de s'intéresser, et d'une façon générale, de penser de façon rupturiste. C'est difficile. Ben, je vous remercie beaucoup, Gilles, pour cette interview. Merci.